Oh, pauvre petit monsieur Macron. Arrivé à l'époque, eh bien, de l'ère du Verseau, quand les Africains sont versés du côté de la liberté. C'est gâté, c'est fini, hein. Abana, peu. Makabo Mambela, Afrique en tohla. Abana peu. Gassi, hein, amien, keme chimfeto. Ouais. Monsieur Macron, est-ce qu'on peut lancer la chaîne, on peut lancer l'émission sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, YouTube, l'Afrique des libertés. Macron, soyez courageux, tolérez que je parle. Sinon, vous m'obligez à reposter l'émission téléchargée après. Bon, je commence le programme. Africaines, Africains. Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste française, vient de commettre l'une des journées les plus tristes de l'histoire de la France. Je vous salue depuis la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, au Mali. Et ce soir, je voudrais spécialement vous parler, d'un épisode honteux, ubuesque, pitoyable, par lequel le plus piteux des chefs d'État de la 5e République française vient d'humilier, eh bien, la République française, il vient d'humilier la République française, eh bien, au tribunal administratif de Paris. Macron vient d'humilier la République française au tribunal administratif de Paris. Si vous voulez savoir comment, je vous invite à écrire Good Live et à partager massivement cette émission. Vous êtes maintenant sur l'Université Libre d'Afrique des Libertés. Vous êtes sur Afrique des Libertés Talk sur TikTok et vous êtes sur Franklin Nyamsi Facebook. Vous devez partager maximalement cette émission parce que désormais, dès que je me connecte, Emmanuel Macron et sa bande de criminels cyber assaillants, ennemis de la liberté africaine, sont chargés d'attaquer mes machines, d'attaquer mes ordinateurs, d'attaquer mes téléphones, d'attaquer mon réseau social pour que je ne parle pas. Vous savez pourquoi? On va commencer par là. C'est très simple. Emmanuel Macron considère que je suis le capitaine de l'Afrique des libertés. Car je suis l'enseignant de l'émancipation africaine. Moi, je ne fais pas des vidéos de 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne à mon peuple pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Il m'est même arrivé de faire une vidéoconférence pendant 5 heures de temps pour parler aux Africains. Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste française, a réuni à l'Élysée son cabinet spécial. Il a dit: qui amène les Africains dans la profondeur du mal que nous leur avons fait? Et qui c'est qui les aide à se relever de cette méchanceté multiséculaire que nous leur avons fait subir? Donnez-moi les noms de ceux qui amènent les Africains à reprendre confiance en eux-mêmes. Donnez-moi les noms de ceux qui amènent les Africains à aimer l'Afrique. Donnez-moi les noms de ceux qui enseignent aux Africains comment on délie les liens du colonialisme, du racisme, de l'ethnocentrisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Dites-moi qui a écrit en Afrique ces derniers temps un livre qui démystifie complètement l'opération criminelle de l'OTAN, déguisée derrière un soi-disant terrorisme djihadiste et qui n'est rien d'autre qu'une tentative de recolonisation du continent africain. Donnez-moi le nom de celui qui a fait ce travail en profondeur. Les conseillers de Macron sont allés en enquête et ils ont agi en conséquence. Ils ont mené une enquête, ils ont dit, bon, beaucoup d'Africains défendent l'Afrique, mais il y en a un qui enseigne la défense de l'Afrique. Beaucoup d'Africains ont un mot à dire contre la politique néocolonialiste de la France en Afrique. En général, ils disent ce mot en 5 minutes, en 10 et en 15. Après, ils sont essoufflés. Mais il y en a un
qui peut passer une soirée entière à expliquer aux Africains les arcanes de la dédomination? C'est qui? Il y en a un qui n'a pas peur que ses téléspectateurs à un moment donné soient fatigués, aillent dormir. Et il continue à parler. Même quand les gens dorment, il parle. C'est qui? Il y en a un qui ne cherche pas le buzz. Il n'est pas dans les histoires de cul. Il n'est pas dans les histoires de un tel artiste n'a pas aimé un tel. Il n'est pas dans le buzz. Il n'est pas dans ce qu'on appelle au Cameroun le diapap. Il ne cherche pas les voix. C'est le type qui, quand il allume ses caméras, enseigne. Macron a procédé, chère Véronique Tiki, à une analyse totale. Et il a conseillé, il a interrogé tous ses conseillers. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Et on dit, il y a un type là. Les panafricanistes sont des durs. Mais il y a un type là. L'enseignement qu'il est en train de donner à son peuple, wallahi billahi ta'ala, crénom de crénom, Jésus, Marie, Joseph, lui, il déracine notre domination à la source. Parce qu'il prend tout le temps d'expliquer à la communauté africaine les racines de la domination occidentale, les racines de la faiblesse africaine et les racines de la renaissance africaine. C'est à cause de ce travail patient et passionné que j'ai été élu par Macron capitaine de l'équipe des déconstructeurs du néocolonialisme français. Et c'est à ce titre que Macron a décidé de m'administrer un traitement de choc. Il a dit, celui-là, on va s'en occuper. On va s'en occuper sérieusement. Alors, Macron, il a d'autres raisons de m'en vouloir. Il m'en veut parce que je suis en France ce qu'il n'a pas pu être. Je suis la manifestation incarnée de son non-être. Ce garçon a échoué plusieurs fois le concours d'entrée à l'école normale supérieure où il pensait préparer le concours de l'agrégation de philosophie. Pour être professeur agrégé de philosophie comme moi, il a échoué. Et dans la psychologie raciste de l'occidental, mal cultivée, ne pas réussir à un concours auquel des Africains ont réussi est une humiliation. Donc Macron a un problème particulier avec moi. C'est en pensant en moi qu'il a dit que les panafricanistes étaient des pseudo-intellectuels. Le problème de Macron, c'est que j'ai le doctorat français et lui, il ne l'a pas. Agouébeyo, comme on dit en Bassa, Agouébeyo. Hein? Non, le problème de Macron, c'est que moi, j'ai le doctorat français, lui, il ne l'a pas. Il va peut-être essayer de l'avoir maintenant en honoris causa, si on ne lui a pas encore donné. Le problème de Macron, c'est que lui, il voulait être professeur agrégé français de philosophie. Voilà, il a échoué. Macron a vu quoi? Il est tombé. C'est-à-dire que quand il a voulu être professeur agrégé de philosophie, les maîtres de la philosophie française ont dit non, pas toi. Il a un problème avec moi. J'incarne toutes ses défaites. Il a un problème, c'est que ici en Afrique, et je vous parle depuis notre terre bénie du Mali, mon pays, le Mali, au cœur de l'Afrique. Intellectuellement, nous avons battu Macron. Avec Nathalie Yamb, avec Kémy Séba, avec tous les panafricanistes sur tous les continents, les Dacier de Bindouté, les Ibrahima Maïga. Voilà, et on a chicoté Macron. Il avait réuni une petite secte à Montpellier. Je pense que c'était en 2021. Et c'est Claudicia qui joue maintenant au grand panafricaniste. Voilà encore un autre type qui vient en mission pour nous emmerder. Après, c'est pour venir s'attaquer à la Russie sous couvert de j'ai rompu avec RFI et France 24. Claudie, tu es mon ami, tu es mon frère. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de pécher en nos troubles. Bon, je ferme la page. Macron a organisé une messe à Montpellier en octobre 2021. Il a rassemblé à l'occasion de cette messe tous les Africains intellectuels qui étaient supposés soutenir le néocolonialisme français en Afrique, à la tête desquels mon grand frère, bien aimé pourtant, pour l'œuvre qu'il a accomplie, avant de perdre son cerveau derrière une histoire de 30 millions de dollars. Achi Mbembe, l'un des plus grands historiens que l'université camerounaise ait produit.
Macron les a rassemblés à Montpellier. Vous saviez quelle est la mission qu'il leur a donnée? Aller battre les panafricanistes sur le terrain. Aller battre les panafricanistes sur le terrain de l'argumentation. Montrer que la France est le meilleur compagnon possible de l'Afrique en ce 21e siècle. Oui, c'est la mission que Macron a donnée. C'est cette mission que Macron a donnée au groupe de bélans, d'individus moutonniers qu'il a rassemblés en octobre 2021 à Montpellier, en leur disant « La France est en chute libre. Les Africains n'écoutent plus RFI, France 24, TV5. Les Africains n'écoutent plus Europe 1. Ils n'écoutent même plus Africa numéro 1. Dès lors qu'ils ont su qu'elle était contrôlée par Paris. Les Africains n'écoutent plus la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Les Africains n'écoutent même plus BBC. Les Africains n'écoutent plus la voix de l'Amérique. Voice of America. Quand les Africains se lèvent le matin et disent « Est-ce que le serviteur des pains spirituels de la liberté a parlé? Est-ce que Nathalie Yamba a parlé? Est-ce que Kémy Seba a parlé? Est-ce que les panafricanistes ont parlé? Est-ce que Ibrahima Maïga a parlé? » Quand les Africains se lèvent le matin, voilà, et c'est ça la question qui se pose. Moi, je reçois des milliers de messages. Quand je me tais pendant 3 jours, les Africains de tous les pays, de tous les continents m'écrivent en disant « Maître, est-ce que vous vous portez bien ?» Je leur dis « Mais vous n'avez pas écouté France 24 ?» Et ils disent « Non, il ne faut pas nous parler de ça. » On dit « Professeur, tu veux m'énerver le matin là ou quoi ?» Moi, je n'écoute plus France 24. Ma télé est éteinte du matin au soir. Si c'est seulement France 24, je ne fais rien avec ça. RFI, non, non, non. Si quand je vais sur RFI, il y a un Africain qui m'a dit, quand je vais sur RFI, je fais ça pour élever ma tension. C'est-à-dire, quand je mesure ma tension, et ma tension est très basse, je me connecte sur RFI, et ma tension monte. Quand ma tension arrive vers 12, parce qu'on dit que c'est la meilleure tension, c'est la tension la plus acceptable, là je coupe RFI, et puis je stabilise ma tension. Quand ma tension redescend, je branche pour écouter France 24. Quand j'arrive sur France 24, ma tension remonte. Je coupe France 24. Si ma tension baisse encore, je branche pour aller sur LCI. Si ma tension retombe, quand je vais sur LCI, ma tension remonte. Quand ça remonte, je coupe LCI. Si maintenant, ma tension baisse encore, je branche pour aller sur la voie de l'Amérique. Ma tension remonte. Quand ma tension remonte, ça va. Si, à un moment donné, ma tension baisse, je change. Je m'en vais écouter Lis Jeune Afrique. Si je lis Jeune Afrique, ma tension monte. Oui, ma tension monte. Voilà. Et écoutez, Africaines et Africains qui souffraient de problèmes de baisse de tension, je vous conseille une seule méthode. Allez écouter les médias néocolonialistes français. Lisez Jeune Afrique, lisez Le Monde, lisez France 24, lisez TF1, écoutez TF1, écoutez la Deutsche Welle, votre tension va remonter rapidement. Après, vous coupez. Parce que si vous continuez, vous allez monter à 16, à 17, à 20. Et vous allez péter un câble. Le problème de M. Macron, je vous l'explique tranquillement ce soir. Le problème de M. Macron, c'est que nous l'avons intellectuellement battu. Et bon, c'est un homme qui n'est pas seulement battu intellectuellement. Hein. Il a d'autres terrains sur lesquels on le bat souvent. Nous tous, on a vu. On a vu un Français le battre. On l'a vu même battu publiquement par sa femme. Du moins, sa femme. Appelons-la ainsi. On a vu. Là, Macron, c'est un homme politique battu. Il a été battu par sa propre majorité qu'il a abandonné au Parlement. Et le gars, il n'a plus de majorité au Parlement. C'est un président sans majorité. Il gouverne avec le 49-3. Et il est même battu par la magistrature française. C'est-à-dire que quand le gars envisage de me punir, au lieu de me traîner au tribunal en disant voilà, il a porté atteinte à la nation française, il a porté atteinte à la défense française, il a, oh là là, il a porté atteinte à la diplomatie à cause de Sylvain Ité qui ne sait même pas écrire la langue française. Parce que dans tout ça, Macron m'en veut parce qu'il a envoyé Ité vers moi. J'ai frappé Ité. Ité est tombé, il a pleuré. Vous savez, vous connaissez au quartier les petits frères là. Vous connaissez les petits frères qui vont chercher la bagarre en comptant sur leur grand frère.
Nous à Douala Bassa, nous, on a grandi dedans. Tu marches, tu passes au quartier, il y a un petit, un mingri, comme on l'appelle chez nous. Hein? Mais comment il s'appelle l'autre là? Sylvain Ité, c'est un mingri. Hein? C'est un mingri de Macron. Je passais, je ne lui ai rien dit. Le gars, il vient. Au quartier, c'est comme ça. Hein? Il y a des petits là. Lui-même, c'est un fréluquet, c'est un léger. Hein? Il s'en va provoquer les grands. Quand un grand lui donne une taloche, chez nous à Abidjan, on appelle ça un cocota, il s'en va dire à son grand frère, on m'a tapé. C'est Sylvain Ité. Monsieur est sorti. Il a dit que l'eau du Niger, c'est l'Union européenne qui donne l'eau au Niger. Il a insulté les Africains du matin au soir. Je suis sorti une seule fois. Je l'ai rincé propre. Le gars allait appeler son grand frère Macron. Il a pris son téléphone rouge, il a appelé Paris. Allô, monsieur le président, il y a un type, il est professeur agrégé de philosophie à Rouen. Il m'a défoncé sur LinkedIn, il m'a défoncé sur Facebook, il m'a défoncé sur YouTube. Et je suis à court d'arguments parce qu'il a démontré que je ne sais même pas parler français, alors que je suis ambassadeur de France. Le président Macron, faites quelque chose. Macron lui a dit qu'il va l'aider. Il a envoyé porter plainte contre moi. Et dire que moi je l'ai diffamé. Alors que cet individu incongru de Sylvain Ité est l'ambassadeur le plus bête, le plus analphabète, le plus inculte, le plus imbécile que la France, à ma connaissance, ait jamais envoyé en Afrique. Donc, j'ai donné une fessée à Ité. Vous connaissez les petits là, quand vous les fessez, ils sont venus chercher les problèmes. Hein. Il s'en va chercher son grand frère. Il allait chercher Macron. Le problème de Macron, c'est que Macron m'est intellectuellement inférieur. Dans la hiérarchie académique française, Macron ne peut pas s'asseoir sur la même table que moi. Oui! Là où moi, j'ai réussi, il a échoué. Non, il a échoué. Allez demander à Charles Gave. Charles Gave connaît le parcours de Macron. C'est à coup de sueur que ce gars-là a été introduit à l'ENA, à la section des finances, et il doit sa carrière aux sionistes de la famille des Rothschild. C'est ce qu'il est, Macron. C'est un individu préfabriqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a des discours contradictoires. Macron peut vous dire, le ciel est bleu à midi, alors que le ciel est encore bleu à midi, une dit, ah, il pleut. C'est Macron. Ce sont des individus mal formés, déformés. Bref, des individus réformés et qui ont été parachutés dans leur position sociale. C'est ça, Macron. Donc, j'ai eu à la fois le malheur, que dis-je, et le bonheur d'être choisi par Macron comme étant sa bête noire. Il me persécute sans interruption depuis 2021. Ce gars-là, il ne m'a pas lâché la semelle une seule fois. Moi, j'ai été naturalisé citoyen français en 2001-2002. Jacques Chirac était président. J'écrivais les mêmes choses que j'écris actuellement, sans une virgule qui manque. Je demandais le départ total des troupes françaises du sol africain. Le démantèlement de la monnaie criminelle du franc CFA. Je demandais la fin de l'ingérence de la France. Parce que moi, là, on m'accuse d'ingérence contre la France. Je suis encore citoyen français. Macron m'accuse d'ingérence contre la France. Alors que je suis citoyen français. C'est du jamais vu. Hein? Tu t'es ingéré des affaires de ton pays. C'est Macron. Vous voyez, le gars, il ne pouvait pas passer le concours de philo. Hein? Parce que c'est un individu qui a la contradiction facile, le non-sens facile, le contresens facile. Il souffre de l'incapacité de saisir les paralogismes de la raison pure. C'est trop compliqué pour lui. Hein? Comment tu peux accuser un citoyen français d'ingérence dans les affaires françaises? Ça, froule là. C'est un peu comme si tu accusais un père de famille de s'être assis sur son propre canapé. On peut faire ça. Eh, Macron. Quel pitoyable individu à la tête de la France aujourd'hui. Pauvre France. Douce France. On a envie de reprendre les chansons de Charles Trenet. Douce France, ô toi pays de mon enfance, quel malheur d'avoir eu Macron. Douce France, ô toi pays de Voltaire,
Quel malheur d'avoir eu Macron, douce France, ô toi pays de Jean-Paul Sartre. Quel malheur d'avoir eu Macron. Macron, Macron c'est un macro. C'est un serviteur du deep state américain. C'est un petit esclave de l'impérialisme financier, l'impérialisme militaire, l'impérialisme industriel américain. Il doit sa carrière au Rothschild. C'est un banquier de chez Rothschild qui est venu intimider François Hollande, obliger François Hollande à renoncer, à être candidat pour un deuxième mandat, alors que François Hollande, alias Flamby, finalement aurait pu être un meilleur président français, même pour son deuxième mandat, que Macron. Parce que Macron, c'est plus bas que terre. C'est la serpillière. C'est le chef d'État le plus méprisé de l'histoire de France. Giflé par ses compatriotes. Giflé par... bon, on va l'appeler comme ça. Sa femme a été giflée par elle. Hein? Méprisé par Donald Trump, qui s'est moqué de son œil poché, de ses lunettes, qui a dit que c'était une marionnette. Macron recevant des soufflets d'Erdogan. Erdogan lui a mis une clé 14 à la main. Une clé 14. Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'État de la République de Turquie. Il a mis une clé 14 à Macron. Trump lui a mis un Corinto, comme on dit chez nous à Douala. On a vu ça. On a vu Macron humilié. Et puis se retrouvant dans un train avec deux Gugus, Starmer et Mers, un train en direction de Kiev, dans lequel le seul événement positif était la petite cuillère à poudre sur la table. Oui! Voilà l'individu, voilà le type incongru que la France a à son sommet. Mais est-ce que les Françaises et les Français se rendent compte qu'ils sont dans un cauchemar? Ah! Comme on dit chez nous à Abidjan, on peut faire ça? Un président ouïa-ouïa comme ça. Mais il est pire même que Ouattara. Je pense qu'Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, certains soirs rit de Macron. Oui! Avec sa chipie, la Jézabel d'Abidjan. Oui, chou, vous la connaissez. Il rit de Macron. En fait, finalement, dans le système France-africain, Macron est le chef d'État le plus bête. C'est la première fois qu'un dirigeant français est le chef d'État le plus bête de la France-Afrique. Dans les années 60, 70, 80, 90, même au début des années 2000, le chef d'État le plus bête de la France-Afrique était souvent un chef d'État africain. Dans les années 60, on avait des gars comme Bokassa, qui a été bien joué au théâtre par notre frère, bien-aimé Dieudonné Mbalambala, hein, Bokassa, empereur, et qui disait que la reine d'Angleterre est sa maman. Bon, enfin quand même, il ne faut pas exagérer. Bokassa qui a pleuré, il a pleuré De Gaulle, plus que les enfants de De Gaulle. Même les enfants de De Gaulle, dans l'espoir d'hériter un peu quand même de l'argent du géant, se disaient, bon, il est mort, il est bien mort. Il y a une belle chanson française de Brassens que j'adore. Je vous dirai ce que j'adore en France. Par exemple, la chanson française, elle est pleine de sagesse. Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Ça, c'est une très belle chanson de Georges Brassens. C'est en écoutant les chansons de Georges Brassens que j'ai appris à parler le français de France. Puisque je parlais le français du Cameroun, après le français de Côte d'Ivoire. Et ensuite, quand il fallait parler le français de France, je me suis souvenu que un de mes meilleurs amis, aujourd'hui décédé, Charles Auguste Ndim Collier, au lycée de Yabassi, m'avait fait découvrir l'un des plus grands chansonniers français. Ce chansonnier français, c'est Georges Brassens, celui qui m'a appris à parler le français de France. Je sais parler le français de français. Je sais parler le français de Bamako, le français d'Abidjan, le français de Douala, le français de partout où je suis passé. Je peux parler le français du Sénégal. Waouh! Je peux parler ça sans difficulté. Waouh! Mais celui qui m'a appris le français de France, c'est Georges Brassens.
Et il a une autre chanson à laquelle je pense quand je vois Macron. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans ou qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre nos trêves de grands commentaires, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Ah oui. Non, Macron, je ne sais pas par quel bout prendre cet individu. Cet individu qui sort complètement de tous les cadres d'une description phénoménologique normale. Donc, Macron a décidé de régler les comptes avec votre serviteur, parce que votre serviteur est l'enseignant de l'émancipation africaine. C'est ça. Et j'avais dit ça depuis longtemps, les gens n'ont pas écouté. Moi, mon objectif, c'est de servir les pains spirituels de la liberté des Africains. Les pains spirituels. C'est-à-dire que quand quelqu'un écoute ma conférence, il mange le pain de la souveraineté. Il mange le pain de la liberté. Il mange le pain de la prospérité. Il mange le pain de la dignité des Africains. En fait, il faut que vous sachiez que la bouche là, ça mange, mais l'esprit aussi mange. L'homme ne vit pas que de ce qui entre dans sa bouche. Il vit aussi de ce qui nourrit son esprit. Moi, je nourris l'esprit. Il leur a fallu du temps pour se rendre compte que j'étais un acteur de l'alimentation spirituelle de l'Afrique. Quelles sont mes armes? La pensée, la méditation, la prière. Quelles sont mes armes? L'écriture, la plume. Et elle, je la tiens depuis mes 3 ans. J'ai commencé l'école à 3 ans, en suivant ma grande sœur Dora Nyamsi, à l'école privée laïque de Kondi-Bassa. Comme ma mère allait au marché de Bomiléré, et que je pleurais que ma sœur aînée Dora soit allée à l'école, et que moi je sois attaché au dos de ma mère, devant l'école privée laïque de Kondi-Bassa, à PK8, qui était dirigée par M. Samuel Sameset, alias SSS. Ma mère me fit descendre. Elle posa la question à mon maître, mon premier maître, M. François Nyabo, qui a fait par la suite carrière dans la police du Cameroun. Elle lui dit, maître, acceptes-tu de prendre cet enfant le temps que je fasse des courses au marché de Bombléré? Attention, Bombléré en bas, ça veut dire le marché où les rumeurs circulent. Ah oui. Je reviendrai de là, je passerai devant l'école, je reprendrai cet enfant qui n'a que 3 ans et je l'amènerai à la maison. Le maître me fit entrer dans la classe et me fit asseoir sur la table. Sur cette table d'école, le maître me donna de la craie et une ardoise. Je crois qu'on travaillait ce jour-là sur la lettre L, si je ne m'abuse. La lettre L. Au cours préparatoire, j'avais 3 ans. Le maître me fait asseoir sur sa table et me donne une ardoise et la craie. Il trace la lettre L au tableau. Elle me dit, vas-y, trace la lettre L. Je traçais la plus belle lettre L de ma vie. Et le maître, selon la tradition d'alors, s'emparant de la chicote, chicota suffisamment tout ce qui, âgé de 7 ans et plus dans la classe, n'avait pas tracé correctement L. Alors qu'un enfant de 3 ans savait le faire. C'était pas une bonne méthode. Mais enfin, je dis toujours à tout le monde que j'ai commencé mes études assis sur la table du maître. Oui, j'ai passé l'année de CP avec M. François Nyabo. Il me faisait asseoir sur sa table et il enseignait la classe où il y avait ma soeur aînée, ma cousine aînée, Ngobas Mouto Suzanne. Elle est vivante au Cameroun. Et il fut même temps où on me donna la chicote pour frapper les bavards. Oui! Donc Macron, il ne sait pas d'où je viens. Il ne sait pas. Il ne sait pas que au Cameroun, c'est nous les maîtres. En Côte d'Ivoire, où je suis passé, c'est nous les maîtres.
En France, où je suis passé à Poitiers, c'est nous les maîtres. Et je suis parti le 1er septembre 2025 de l'enseignement public français avec la reconnaissance de tous mes collègues. D'abord, tous les syndicats français, même les syndicats de droite, m'ont protégé contre Macron quand il voulait me radier d'autorité de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Tous les collègues, je dis même le Front National, à l'intérieur de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur m'a défendu. Motif, excellent professeur. C'est la seule chose qui m'a sauvé. Ce ne sont pas mes collègues de l'éducation nationale française ou de l'enseignement supérieur qui m'ont chassé de l'enseignement en France. Ils m'ont défendu bec et ongle jusqu'à la dernière minute. Je voudrais rendre hommage à tous les grands syndicats français de l'éducation. Aucun n'a voté contre moi. Aucun. Lors de tous les conseils de discipline que Macron m'a imposés. Aucun n'a voté contre moi. C'est-à-dire qu'il y avait des syndicats, vous voyez très bien qu'ils avaient téléphoné à Marine Le Pen dans la matinée. Mais ils votaient pour qu'on ne me punisse pas. Au motif que, de l'avis de tout le monde, je suis un excellent professeur. Oui, mais je ne suis pas un excellent professeur parce que la France l'a pensé. Au Cameroun, c'est ce qu'on pense. Mes élèves et étudiants, mes élèves camerounais et étudiants, j'ai eu quelques étudiants au Cameroun en 2006, disent que je suis un bon professeur. Vous venez en Côte d'Ivoire, même mes élèves et étudiants qui sont au RHDP, avec Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Même mes étudiants et mes élèves, mes anciens étudiants et élèves en Côte d'Ivoire, qui sont RHDP, ils disent, attaquer le professeur sur autre chose. Si c'est pour le professeur, là, voilà, il est fort. Je suis allé en France. D'abord, j'ai battu tous les blancs de l'Académie de Poitiers, les noirs, et les rouges, et les jaunes, pour passer le concours en 2003. Macron, lui, plus tard, il allait échouer tout le temps. Bon. Je voulais commencer par ça, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que moi, quand je regarde le président français, je n'ai aucune admiration. Je ne l'admire pas intellectuellement. Je ne l'admire pas moralement. Parce que c'est un président immoral. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il est immoral. Il traîne tellement de frasques. Hein? Il est immoral. Parce qu'il n'est pas normal. Au sens de nous, Africains, il n'est pas normal. Ce n'est pas un président normal. On est d'accord avec ça? Ok. Troisième raison. Mais le monsieur, il n'est même pas capable de sauver les apparences. Les présidents français avant lui, même François Hollande, avant François Hollande, Sarkozy, même Sarkozy qui était pourtant un impoli individu, un barbare, et d'ailleurs il a payé, il est en train de payer pour ça, Sarkozy savait encore protéger les formes. Ne parlons pas de François Mitterrand, qui était d'une élégance incroyable, alors que c'était une véritable crapule, qui avait même été avec les nazis. Hein? Ne prenons pas Valéry Giscard d'Estaing, le gars qui a arraché la femme de l'empereur Bokassa. Une parfaite ordure, mais qui savait se tenir. Hein? On remonte à Pompidou, le gars qui a accumulé l'argent public français pour se constituer une fortune qui a effrayé De Gaulle. Non. Pompidou avait de l'allure. Agrégé de lettres. Moi, je suis agrégé de philosophie. Il savait présenter quand même les choses sous un beau jour. C'était quand même le camarade de classe de Léopold Sédar Senghor. Une autre crapule néocolonisée, mais qui avait quand même une dimension intellectuelle incontestable. Quant à Charles de Gaulle, c'est la plus belle contradiction que la France ait eue à sa tête. Il aimait abondamment la France. Il était détaché de l'argent, mais il autorisait les crapules à faire le sale boulot autour de lui. Hein? C'est comme ça qu'il a autorisé Focard à ensanglanter l'Afrique. Enfin, quand même. Macron, c'est le président de la grossièreté incarnée. C'est le président qui a tout raté. Il n'a rien du De Gaulle. Il n'a rien de Pompidou. Il n'a rien de Giscard. Il n'a rien de Mitterrand. Il n'a rien du tout alors, mais vraiment rien du tout. Eh bien, de Chirac. Il n'a rien de Sarkozy. Macron est un ersatz. C'est un individu perdu. Une chose scandaleuse qui est arrivée à la tête de la France. C'est compliqué, hein? Bon, ok. Je voulais commencer par vous dire pourquoi il ne m'aime pas. Je suis exactement ce qu'il aurait voulu être, mais il ne peut pas. Père de famille, il ne peut pas. Oui. Philosophe reconnu. Il a commencé une carrière avec Ricoeur, il a échoué. Il ne peut pas.
Agrégé de philosophie, voilà, il ne peut pas. Vous savez, on est agrégé de philosophie à vie. Hein. Même si tu as été agrégé de philosophie une seule journée dans la tradition française, jusqu'à ton enterrement, on t'appelle agrégé de philosophie. Parce que c'est le plus grand concours de philosophie de la France. Macron, il ne pourra pas. Ça l'a battu. Maintenant, comme chef d'État français, il est le plus méprisé des chefs d'État français en France. C'est-à-dire que s'il faut être président de la République française comme Macron, ce n'est pas la peine. Même cadeau, je ne prends pas. Il est aussi le chef d'État français le plus méprisé en Amérique. Qu'on fait Trump. Regardez comment Donald Trump le traite. C'est à peine si Trump ne va pas le gifler la prochaine fois qu'il va le voir. Quant à la Russie, référez-vous à la table que Vladimir Poutine a installée entre Macron et lui. Il a dit, ce garçon-là, finalement, je ne veux pas être en contact avec lui. C'est un pestiféré. En Chine, il ne représente rien. Maintenant, au Moyen-Orient, l'individu prend le porte-avions, le dernier porte-avions français. Et il dit qu'il l'envoie en Méditerranée. S'il est assez fou, qu'il l'envoie au détroit d'Ormuz, il va confirmer le code. Méditerranée, c'est loin. Il va faire le petit coq gaulois à Chypre. Qu'il envoie le porte-avions à la porte du détroit d'Ormuz. C'est là qu'il va vérifier le traitement que les Iraniens ont réservé au plus grand porte-avions américain, le Lincoln. On dit que c'est un proverbe ivoirien. Hein, Dieu connaît bagage qui est lourd. Ah! Donc Macron, écoutez, c'est le gars qui vient à la bagarre en disant « Arrêtez-moi, sinon je vais le frapper ». Il a des amis. Hein. C'est le gars qui vient toujours à la bagarre avec 3 ou 4 personnes. Nous, on connaît ça à Bassa, hein, chez nous à Douala. Les gars qui ne veulent pas bagarrer viennent toujours en groupe. Il dit que non, quelqu'un l'a défié dans le quartier, que lui va régler ça. Il a déjà prévenu ses amis. Hein, c'est-à-dire que quand je vais avancer sur le gars, arrêtez-moi et puis vous arrêtez le gars. Et permettez-moi de menacer le gars, mais ne laissez pas que la bagarre commence. Oui! Macron, c'est ça. Oh, j'envoie mon porte-avions dans la Méditerranée. La Méditerranée, ça a quoi à voir avec l'Iran? L'Iran vous regarde seulement. Si tu es garçon, Macron, disent les Iraniens, qui ont corrigé les Américains ces 8 derniers jours, avec une délectation terrestre absolue. C'est-à-dire que sur la Terre actuellement, chaque correction que les Iraniens donnent aux impérialistes yankees, safroulaï, c'est plus doux que les coqs. C'est plus doux que le méchoui de mon ami Abba à la dibiterie de Bamako. C'est plus doux que le foutou que ma femme me prépare. C'est pas possible. Ça veut dire que chaque fois que les impérialistes israélo-américains sont corrigés au Moyen-Orient, la terre entière exulte. J'ai même vu le ciel chanter. Et c'est là où Macron, oh, il arrive, cocorico, cocorico, j'arrive avec mon porte-avions. Qu'est-ce que la France a fait pour avoir un tel... Waouh, c'est pas possible. Macron, vous allez avec le porte-avions de la France pour qu'on le détruise ou quoi? Bon, c'est vrai qu'il était bon pour la casse depuis un moment. Le porte-avions français était bon pour la casse depuis un moment. Mais n'obligez pas les Iraniens à le casser. Tout le monde l'a supplié. Dominique de Villepin lui a dit, ne faites pas ça, on sera humilié. Mélenchon lui dit, ne faites pas ça, on sera humilié. Il n'écoute pas. Il dit qu'il va envoyer le porte-avions là-bas. Il vient à Chypre, avec sa coiffure surnaturelle, et il fait le malin. Le petit Macron, et qui est venu caresser la tête de Roch-Marc Christian Kaboré à Ouagadougou, il lui a porté malheur. Le monsieur a été renversé après. Partout où il passe, le pouvoir trépasse. Oui. Bon, je tenais quand même à m'arrêter un peu pour vous dire qui est mon adversaire. Mon adversaire, ce n'est pas le petit ministre de l'économie d'une France en déclin économique. Mon adversaire, ce n'est pas le petit ministre de l'Intérieur qui reçoit les ordres de l'Élysée et obéit le doigt sur la couture. Ils sont petits pour moi. Mon adversaire, c'est Macron. Macron me considère comme son principal opposant africain. D'ailleurs, il avait instruit les juges de m'infliger des années d'inéligibilité parce qu'il craignait que je sois candidat à l'élection présidentielle française. Oui, c'est ça le problème. Macron se dit, ce gars-là, il peut nous faire le coup d'Obama.
Même si je n'aime pas Obama du tout. Après ce qu'il nous a fait. Mais Macron, il me voit comme un gars qui peut réussir à unifier l'électorat français républicain de gauche, l'électorat français origine de l'immigration maghrébine et l'électorat africain. Parce que c'est nous qui faisons les enfants hein, dans tout ça. Actuellement en France, ce sont les Africains qui font les enfants, ce sont les Arabes de nationalité française qui font les enfants, et ce sont les traditionalistes français qui font des enfants. Les autres croient que l'utérus est dans la voie anale. Oui! L'heure de la vérité a sonné. Oh, il n'y a pas d'utérus dans la voie anale. Si tu déposes le sperme là-bas, ça ne donne pas d'enfant. C'est connu. C'est pour cela que certains viennent dire aux Français, soyez prêts à sacrifier vos enfants pour la guerre. Ils n'ont pas fait d'enfants. Ça tombe bien. Monsieur n'a pas d'enfants et il veut que nos enfants aillent mourir pour sauver les ukro-nazis, les narcotiques d'Ukraine, à la Zelensky. Bon, dans la première partie de mon propos, je voulais librement vous dire pourquoi Macron me déteste. Il me déteste parce que j'incarne tout le contraire de ce qu'il est. Il m'a choisi comme étant son meilleur opposant africain de France. Parce qu'il me considère comme un présidentiable français. Ce qui ne m'intéresse même pas. La présidence de la République française est un cauchemar. Je plains ceux qui vont y aller. Une puissance déclinante qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques contre plusieurs continents de la Terre. Dans ce 21e siècle, il ne vaut mieux pas être président de la République française. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai beau dire ça, Macron, il tremble. Mettez-lui une inéligibilité. Mettez-lui une inéligibilité. Mais monsieur Macron, calmez-vous. Bon. Ça, c'est la première partie de mon propos. Je vais entrer maintenant dans une partie qui va se déployer rationnellement. Je voudrais vous rendre compte de cette grande journée. Une très grande journée s'est déroulée aujourd'hui à Paris. Elle s'est déroulée au tribunal administratif de Paris. J'y étais représenté par les membres avocats du collectif de l'Institut de l'Afrique des Libertés, un collectif des avocats dirigé par l'excellent avocat national, international, mondial, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr. C'est un avocat stratosphérique. Il était flanqué de deux de ses excellents compagnons. Car ils sont tous excellents autour de lui. Maître Sylvain Senda, fils du Congo. Garçon pile, comme on dit. Défenseur de la cause de l'égalité humaine. Maître Diakité du Mali. Ils se sont rendus aujourd'hui, ce 9 mars 2026, au tribunal administratif de Paris pour défendre la plainte que j'ai portée contre Macron, Emmanuel, et ses deux ministrons acolytes de l'économie et de l'intérieur, qui se sont permis de geler tous mes biens et tous mes avoirs en France, au motif que je critique la politique africaine de la France. Rien que ça. Critiquer. La pensée, la parole. Ouais, dis donc. Je pense, j'écris, je dis, Macron crie. Emmanuel Macron a ordonné à ces deux ministrons, car ce ne sont pas des ministres, ce sont des ministrons, et Macron est le chef de la junte néocolonialiste française. Il est temps de lui servir tous les qualificatifs qu'il sert aux autres. Il m'accuse des motifs suivants. Atteinte à la nation française. Atteinte à la diplomatie française. Atteinte à la défense française. Et le quatrième motif, c'est atteinte à la sauvegarde de la population française. C'est quand même grave, hein. Moi tout seul que vous voyez là, me voici. Nami 10. Mais non, nous. Avec ma petite caméra YouTube. Ma petite caméra Facebook. Ma petite caméra TikTok.
sans un pistolet, même pas un lance-pierre, même pas un bâton. Seulement mon petit symbole. Quand je suis à Normandie, je tiens le was. Et ici, je tiens l'ank, le principe de vie. Seulement avec ces petites choses-là, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Dieu donnait Mbala, mon frère, pardon, fais un sketch dessus. Atteinte à la nation française, comment? Parce que je critique la présence militaire française en Afrique. Parce que je critique la domination monétaire du franc CFA en Afrique qui nous a créé tellement de misère. Parce que j'appelle à la fin de l'ingérence de la France dans la désignation des dirigeants français, des dirigeants africains, pardon. Parce que j'appelle à la promotion des civilisations africaines comme socle de référence des institutions africaines. C'est pour ça que je me retrouve dans une catégorie supérieure à celle des terroristes, ou plutôt dans la même catégorie que les terroristes qui ont ensanglanté Paris, tué 130 personnes en France au Bataclan le 13 novembre 2015, parce que la catégorie dans laquelle Macron m'a classé, c'est la même catégorie que les tueurs du Bataclan. Je rappelle que les tueurs du Bataclan étaient des terroristes d'Al-Qaïda de l'État islamique, c'est-à-dire de l'organisation dont Ahmed al-Shara, le président syrien reçu sur tapis rouge à Paris, est le vice-président. Est-ce que vous comprenez le degré de satanicité de Macron? Il m'accuse d'être un terroriste alors qu'il encense le 7 mai 2025 sur le tapis rouge de l'Élysée l'un des pires terroristes recherchés par les Nations Unies. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que Macron fait? Est-ce que vous voyez le tort qu'il fait à la France? Je n'ai jamais blessé, frappé une personne française. Je n'ai jamais... Est-ce que vous savez qu'à l'instant où je vous parle, ils vont se débrouiller pour faire que ça soit autrement? Moi qui suis assis devant vous, mon extrait de casier judiciaire français est vierge. Est-ce que vous le savez? Parce que quelqu'un qui porte atteinte à la nation, atteinte à la diplomatie, atteinte à la défense, atteinte à la sauvegarde de la population, ça doit être quelqu'un quand même qui est, mais pas simplement un délinquant, mais un criminel invétéré, un criminel obsédé. Moi, vous allez maintenant interroger le casier judiciaire du professeur Franklin Nyamsi dans les annales françaises. Je ne suis pas inscrit. Vous savez, l'affaire dans laquelle, quand vous m'avez donné 33 000 euros, quand Macron m'avait coupé mes salaires, j'ai appelé à l'aide. Cette affaire-là, quand vous m'avez donné 33 000 euros, Macron m'a coupé mes salaires pendant 6 mois. Vous m'avez pratiquement donné la même chose. Il n'a pas aimé. Il m'a fait traîner au tribunal et il m'a fait condamner après avoir réchauffé une affaire qui avait été classée. Est-ce que vous savez que cette affaire-là, elle a été jugée? On a prétendu que je dois prendre vos 30 000 euros. Dans les 35 000 à peu près que vous m'avez donné. Je dois les prendre et les donner au trésor public français. Ça, c'est du vol. Ils ne m'ont pas donné 5 francs, le trésor public français. Et ils veulent qu'on leur donne 30 000 euros de l'argent que les Africains du monde entier m'ont donné. C'est ça le verdict. Mais la juge du tribunal de Rouen, qui manipulée par Macron, eh bien, en seconde instance, s'est permise de me condamner. Cette juge-là s'est arrêtée comme ça, elle a dit: je demande que la peine de 30 000 euros d'amende prononcée contre M. Nyamsi ne soit pas inscrite au casier judiciaire. Maître Ndjifutao Oshawa Boubek, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, Maître Taboula Mbeko, Maître Diakité, Maître Sylvain Senda, Maître Geoffroy Balonga, Maître Daniel Babin. Vous, mes avocats, nous nous sommes assis et nous nous sommes demandé pourquoi cette juge n'a pas voulu que la condamnation à rembourser 30 000 euros des dons que vous avez reçus soit inscrite dans votre casier judiciaire. La réponse est évidente. Elle sait que c'est Macron qui l'a obligé à vous condamner et que tôt ou tard, on se souviendra que c'est elle qui est allée aussi loin que de punir un homme privé de ses salaires du motif qu'il a reçu des dons de ses amis. La juge, je ne sais pas comment elle est passée pour dire qu'on ne doit pas mettre la condamnation à rembourser 30 000 euros à la France qui ne m'a rien donné dans cet argent. Elle a dit, n'écrivez pas ça dans le casier. Et précisément parce qu'elle l'a dit, j'ai dit à mes avocats, on arrête, on ne va pas au Conseil d'État. Parce que le verdict de cette juge est un renseignement et une victoire. Ne mettez pas au casier judiciaire
cette condamnation parce que moi-même, la juge de Rouen, qui a signé cette condamnation sous l'injonction de Macron, j'ai honte. J'ai honte et j'ai mal au cœur d'être utilisé contre un Africain de France qui a simplement exercé sa liberté d'expression. Je vous parle ce soir, le cœur ouvert. Macron a pris la justice en otage et lui a demandé par tous les moyens de me punir. Les pauvres magistrats du tribunal administratif qui ont ouvert le procès aujourd'hui étaient sous une pression énorme. Vous voulez avoir la preuve? Vous êtes avec le docteur des preuves. C'est le président du tribunal administratif de Paris en personne qui est venu juger l'affaire de Niamsi. Pour vous dire que Macron me prend comme son homologue. C'est-à-dire que lui, Macron, il se considère comme le patron du néocolonialisme, sur le plan théorique au moins, idéologique. Et moi, il me considère comme le patron du panafricanisme, sur le plan idéologique. C'est-à-dire qu'il a réussi à tout faire pour que ce soit le président du tribunal administratif de Paris qui vienne juger mon affaire. Le tribunal administratif a des dizaines, que dis-je, peut-être même des centaines de juges. Il y a des milliers d'affaires qui sont examinées chaque année. Il a fallu que le plus haut responsable du tribunal administratif de Paris soit sommé d'aller juger mon affaire. C'est le premier indice de la manipulation politique de l'affaire. Quand on envoie le plus haut responsable d'un tribunal administratif juger une affaire, c'est bien souvent parce que c'est une affaire délicate et que l'exécutif est en danger. Macron a un problème. Perdre devant un tribunal à Paris, ça va être la bronca. Ça va être le sababou, ça va être le sassaillé. Il sait que les réseaux sociaux africains, s'ils attrapent une seule décision de justice prise en France contre lui, wallahi billahi ta'ala, Macron il va passer au moins 3 mois de misère médiatique. Donc, maintenant je commence à vous rendre compte de ce qui s'est dit là-bas, puisque j'ai discuté avec mes avocats. Le procès étant public, vous en rendre compte n'est d'aucune façon enfreindre à la procédure. L'audience du 9 mars 2026, à laquelle j'étais représenté par mes avocats, Maître Ndjifutawo Woshawa Aboubekr, président du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique de Liberté, alias le mantra du droit. Maître Sylvain Senda, guerrier de l'émancipation congolaise. Maître Diakité, guerrier de l'émancipation malienne. Parmi la dizaine des avocats de mon collectif, ce sont eux qui ont été commis à cette affaire. Et ils ont immédiatement constaté une ambiance délétère. Ce n'est pas l'ambiance. Le procès qui s'est tenu ce 9 mars 2026 à Paris n'a rien à voir avec tous les procès qui se sont tenus depuis 5 ans, m'opposant systématiquement à la bande à l'autocrate Macron. L'affaire était jugée par le président du tribunal administratif en personne. C'est un peu comme si le plus grand des coachs d'une équipe vient assister cette équipe pour un petit match avec un club de quartier. Ça veut dire que le club n'est pas un club de quartier. Le juge a lu la plainte que j'ai portée contre Macron à la suite de son arrêté arbitraire du 10 février 2026, gelant mes biens et mes avoirs. Le juge a donné lecture de la réplique délivrée par mes avocats, représentés notamment par le ténor, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, alias le mantra du droit. La parole fut donnée à mon avocat, à mes avocats plus largement, en commençant par Maître Abou. Maître Abou fit observer d'abord que un certain nombre de détails liés à mon parcours citoyen n'étaient pas maîtrisés par l'accusation ministérielle française. Il souligna ces détails qui étaient faux factuellement et il montra comment juridiquement ces détails n'auraient pas dû figurer dans une telle plainte. Or, selon la logique juridique et jurisprudentielle, c'est-à-dire la tradition juridique française, quand on sanctionne quelqu'un d'une manière aussi grave que moi, en le privant de ses biens, de sa liberté de propriété, il faut
que les considérants qui ont été mobilisés pour mettre en place cette sanction soient irréprochables d'un point de vue factuel. Or, factuellement, Maître Ndifutao Woshawo Aboubekr soulignait ainsi, d'une manière absolument élégante, des mensonges rédigés par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie et des Finances de la République française contre moi. Ça correspondait à rien de réel. Maître Ndifutao remettait, pour ainsi dire, l'église au centre du village. Ensuite, il enchaînait magistralement sur la question de l'atteinte à la nation française, à la diplomatie, à la défense française, en posant la question suivante. On accuse mon client, Franklin Nyamsi Ouattara, d'être francophobe, c'est-à-dire d'être opposé à sa propre épouse qui est née française, avec des origines à l'île de la Réunion, à ses enfants qui sont nés français par leur mère, en raison des origines réunionnaises partielles de leur mère. Vous pensez vraiment que quelqu'un peut être anti-français en étant époux de françaises de naissance et d'enfants français de naissance? Le professeur Franklin Nyamsi est connu depuis très longtemps comme un critique du néocolonialisme et du colonialisme français. Ça n'a rien à voir avec la France comme une totalité. La France comme une totalité, elle a des raisons pour lesquelles elle peut être aimée et des raisons pour lesquelles elle peut être critiquée ou détestée. Ah mais le professeur Nyamsi, comme tous ceux qui ont connu la France, qui connaissent la France, qui sont même parfois, c'est son cas, devenus français, aime bien le bon fromage français, le bon vin français, la bonne chanson française. Moi, je suis un spécialiste de la chanson française. Je la joue merveilleusement à la guitare. La littérature française qu'il a enseignée, la philosophie française dont il est un maître. Le professeur Nyamsi n'est pas un anti-français, il est un anticolonialiste. Et cette différence devrait quand même se glisser dans le cerveau étroit de Macron et de sa bande de ministrons corrompus qui accusent mon client. Je tiens à vous prévenir que Maître Ndifutao Woshawo Aboubekr a failli par 4 fois être expulsé ce 9 mars du tribunal administratif de Paris à cause de la dose de vérité crue qu'il a administrée aux honorables maîtres de séance. Oui, chaque fois qu'il a mordu au jarret du néocolonialisme français, le juge, qui se trouve être le président de tout le tribunal administratif, spécialement venu juger l'affaire de Nyamsi Ouattara Africa, le juge a voulu expulser mon avocat principal, au motif que celui-ci était mordant, pugnace, marchant dans la grande tradition de Jacques Vergès, des grands avocats des prétoires français. Oui, Ndifutao Woshawo Aboubekr n'est pas tombé d'une pluie avant-hier. Il sait que quand la vérité, la justice et la solidarité humaine sont en jeu, tout homme véritable doit agir en conséquence. Il le sait. Tous ceux qui sur cette planète Terre sont amoureux de la vérité, de la justice, de la solidarité, amoureux de la maths, savent que quand ces normes universelles de civilisation sont violées, tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté doivent agir en conséquence. Et c'est ainsi qu'a agi Maître Ndifutao Woshawo Aboubekr. Mon client, a-t-il dit, ne peut pas être francophobe, s'exprimant dans la langue française la plus exquise, et étant par là l'ambassadeur de l'outil d'influence le plus agréable de la France, à savoir sa langue, le verbe de Vaugelas, de Baudelaire, de Voltaire, de Molière, de Racine, la langue dans laquelle excellait Marguerite Yourcenar, la langue dans laquelle nos enseignants, nous les Camerounais, nous enseignèrent. Nyamsi n'est pas anti-français, il n'est pas anti-blanc. Nyamsi ne détestait pas quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Il est le frère de tous les hommes, de toutes les femmes de bonne volonté. Sur la terre, vous ne pouvez pas flétrir le nom de cet homme
en le classant dans le domaine du racisme, en le mettant dans la catégorie des vengeurs de la race. Lui qui est un connaisseur de la grande poésie de Césaire. Ne faites point de moi cet homme de race pour qui je n'ai que haine. Car ce que je veux, c'est pour la soif universelle, c'est pour la faim universelle, disait Césaire. Alors pourtant qu'il était conscient, depuis son fameux texte sur le discours du colonialisme, que le racisme occidental et blanc était allé très loin dans le mépris de l'homme noir. Nous n'avons pas été convertis au racisme. Ni mes avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Maître Senda Sylvain, Maître Diakité, Maître Eléa Tangan Corinne, Maître Daniel Babin, Maître Taboula Mbeko, Maître Geoffroy Balonga, tout ce collectif animé par Maître Djefutawo Woshawa Boubekre ne compte pas un seul raciste. Nous ne voulons même pas être des défenseurs du suprémacisme noir. Nous ne voulons pas de la domination de l'Afrique sur le monde. On en accure. Nous voulons l'Afrique aux Africains. Ensuite, on a conduit mes avocats dans une nouvelle accusation. Franklin Nyamsi, agent de la Russie. Oh, Tovarich, Nyamsiovich, Nyamsivaric. Et maître Djifutao Shawa Boubekre répondait à nos adversaires. Regardez la bibliographie du professeur Franklin Nyamsi. De 1992, eh bien, jusqu'à nos jours, Nyamsi a écrit une ribambelle d'œuvres dans lesquelles il dénonçait, comme il le fait aujourd'hui, le néocolonialisme français. Faut-il qu'on vous rappelle ces œuvres? Peut-être que ça serait intéressant. Regardons un peu. Je vais essayer de retrouver le document dans lequel, eh bien, les œuvres de votre serviteur ont été rappelées. 1990, travaux vacanciers, recueil de nouvelles à Douala. 1993, l'Osiris Choukambele, ou la dernière grève de la faim, théâtre à Douala. 1993, symptomatologie de la cécité tribaliste, Douala 1993. 1993, autrui dans la philosophie de Sartre à l'université de Yaoundé. 1996, l'intersubjectivité et la possibilité de la science chez Husserl. C'était à Abidjan, à l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Nouvelles de Douala, recueil des nouvelles des années 90-94 chez Publish Room, en France 2021. En 2012, Dire adieu pour demain, oraison pour une humanité révoltée, poésie, publié aux éditions Balafon à Abidjan. J'y dénonce le despotisme nègre et le néocolonialisme français. 2001, à Poitiers, La souffrance nègre, publié aux éditions du Cap. Je salue ici Dominique Monotouka, qui était président à l'époque, avant moi, du comité d'action panafricaine. Il connaît cette publication. 2002, La vocation éthique de la philosophie chez Husserl, essai, publié à Poitiers. 2002 encore, La notion de médiation chez Dworkin, essai, publié à Poitiers. 1997, pièce de théâtre, Les voleurs de valeurs, publié à Abidjan. Je la retrouve ici. Je demande à celui qui est devenu entre-temps l'un de mes contempteurs, le docteur Alexis Diet, de se souvenir que cette pièce fut lue dans sa maison à la Riviera pour la première fois. Et elle dénonçait le néocolonialisme français, le sionisme et l'impérialisme occidental. 2012, ouvrage publié aux éditions Balafon à Abidjan pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique. J'appelais l'Afrique à combattre le despotisme, pas seulement le colonialisme. 2010, de la possibilité d'une Pax Sexualis Africana. J'appelais l'Afrique à affirmer ses valeurs traditionnelles sans entrer dans la violence sexuelle. Je peux continuer? J'ai écrit tellement de livres. Je cite quand même le livre de 2014. En 2014, j'ai écrit Critique de la tragédie camerounaise.
Il y a 3 chapitres qui sont consacrés dans ce livre à la critique de la politique africaine de la France. Et j'y défends en 2014. On est en 2026. Donc ça fait 12 ans. Je défendais déjà la théorie des 4 causes. Retrait total des troupes néocolonialistes et criminelles françaises du sol africain. Abolition de la monnaie criminelle du franc CFA. Fin de l'ingérence française dans la désignation des dirigeants africains. On connaît les 100 coups d'État français du XXe siècle. Et libération du génie civilisationnel africain, l'Afrique étant la première civilisation humaine. On retrouve cela dans mon livre de 2014. Comment est-il possible, disait alors Maître Ndjifutao Ouabekr, alias Maître Abou, que Franklin Nyamsi soit un agent de la Russie, alors que les thèses qu'il défend précèdent le retour diplomatique en force de la Russie sur le continent africain. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que lorsque la Russie est revenue en force sur le continent africain, elle a épousé les thèses, eh bien, panafricanistes révolutionnaires, entre autres du professeur Franklin Nyamsi. C'est moi qui ai inspiré peut-être à la limite la Russie. Mais ce n'est pas la Russie qui m'a inspiré, puisque je pensais ce que je pense, longtemps avant que la Russie ne revienne en Afrique. Ndjifutao Ouabekr donnait ici la démonstration de l'agneau face au loup, dans la fameuse fable de La Fontaine. Vous connaissez la fable? Vous connaissez la fable ou pas? Voilà un loup affamé, c'est Macron, qui se promène et qui a faim. Il croise un agneau, il dit, hey, toi là, tu viens de troubler mon breuvage. Tu as bu dans le fleuve et tu m'as fait boire tes crachats. L'agneau lui dit, vraiment, patron loup, il y a un petit problème. Moi, je bois en bas, en aval. Toi, tu bois en haut, en amont. Donc, c'est moi qui bois tes crachats. C'est pas toi qui bois mes crachats. Pardon, Sabari, Yachi. L'agneau dit, le loup dit, bon, tu m'as échappé. Mais, on va continuer. J'ai l'impression que toi, le petit agneau là, tu as médit de moi l'an passé. On est en 2026, non? En 2025, tu as médit de moi. L'agneau dit, ça tombe mal, hein? Je suis né le 1er janvier 2026. Au nom de Dieu. Je suis né cette année. Donc, s'il y a un agneau qui a médit de toi l'année passée, voilà, c'est pas moi. Le loup dit, tu m'as échappé encore. Le loup passe à un 3e argument. Il dit, si ce n'est toi, c'est ton frère. L'agneau dit, monsieur du loup, il y a un petit problème. Je suis le fils unique de ma mère. Wallahi, et je tête encore ma mère. Oui, Job. Ma mère n'a pas eu 2 enfants. Elle était vierge avant ma naissance. Avant que je sois conçu, ma mère était vierge. 3e objection du loup, balayée par l'agneau. L'agneau était fatigué. Il n'a pas pu prouver que le loup le loup était fatigué. Il n'a pas pu prouver que l'agneau a troublé son breuvage. Il n'a pas pu prouver que l'agneau a médit de lui l'an passé. Il n'a pas pu prouver que les frères de l'agneau ne l'aiment pas. Safroulaye. Vous savez ce qu'il a sorti à la dernière minute? Il dit, bon, de toute façon, vous ne m'aimez point. Vous, vos chiens et vos bergers. Donc il a fait une accusation tellement vague que forcément c'est vrai. Depuis quand les chiens aiment les loups qui viennent voler les moutons de leur patron? Depuis quand les bergers sont contents que les loups viennent leur voler leurs moutons? Voilà comment le loup prend le mouton et l'amène dans un taillis, puis le dévore sans autre forme de procès. Voilà le comportement de Macron. Il veut me dévorer sans autre forme de procès. Parce qu'il n'a aucune preuve contre moi. Maître Abou et Maître Diakité et Maître Senda ont demandé les preuves que Franklin Nyamsi agit sous les instructions de la Russie. Que Franklin Nyamsi est financé par la Russie pour critiquer la France. Parce que pour dire que je suis un agent russe, il suffit de prouver que la Russie m'a donné les moyens de critiquer la France un seul jour. Est-ce que vous savez que les représentants du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'Intérieur, bref, les représentants de Macron, se sont présentés aujourd'hui au tribunal sans la moindre preuve que la Russie est derrière moi?
Ils se sont contentés des coupures de presse. Il a reproduit des déclarations russes. Ouais. Donc, écoutez, quand dans la presse internationale, la Russie publie quelque chose, si on reproduit, ça veut dire que on est un agent de la Russie. Mais ça, dans ce cas-là, me dis donc, les prisons françaises sont vides. Dans ce cas, les prisons françaises sont vides. Il y a tellement d'agents. Toute personne qui a reproduit une information produite par la Russie est un agent russe. C'est du jamais vu. Maître Ndjifouta Ouachawa Boubek leur a demandé, mais écoutez, vous êtes sérieux? Sputnik publie quelque chose, quelqu'un reproduit, ça prouve qu'il est un agent russe. RT publie quelque chose, quelqu'un reproduit, ça prouve qu'il est un agent russe. Mais Franklin Nyamsi reproduit aussi des publications de Jeune Afrique, des publications de TV5, des publications de France 24, des publications du Monde. Donc il est un agent français aussi. Vous êtes malade? Est-ce que ça va? Vous voyez, ce sont ceux-là qui représentaient Macron. Macron a envoyé la plus haute administration de l'intérieur et de l'économie et des finances pour me combattre au tribunal. Mes avocats les ont massacrés. Maître Ndjifouta dit, donnez-moi une preuve que Vladimir Vladimirovich Poutine, président de la Fédération de Russie, a donné une mission communicationnelle à Franklin Nyamsi. C'est difficile. Cherchez une preuve que le Premier ministre du gouvernement de la Fédération de Russie a demandé à Franklin Nyamsi de faire quelque chose contre la France. C'est difficile. Cherchez une preuve que, eh bien, Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a demandé à Franklin Nyamsi de faire quelque chose contre la France. Vous n'avez pas? Ben, écoutez, comment pouvez-vous l'accuser d'être un agent russe alors que vous n'avez pas la preuve qu'il est un agent russe? Bon, vous dites qu'il est un agent de l'Alliance des États du Sahel, mais c'est une absurdité. Il y a des millions d'Africains à travers le monde qui soutiennent l'AES. Franklin Nyamsi soutient l'AES. Ça prouve quoi? Le président Goïta ne m'a jamais appelé un jour pour me dire « Va dire ça contre la France. » Au nom de Dieu, je suis au Mali. Il est 22h44 au Mali. Le président Assimi Goïta, qui est à son palais ou chez lui, le président Assimi Goïta ne m'a jamais convoqué un seul jour pour me dire ce que je dois dire contre la France. Et c'est tout son mérite. Il sait que je suis un Africain et que j'exprime avec mes tripes et mon cerveau ce que je sais et ce que je pense. Et je suis l'un des Africains connus pour sa liberté de ton critique. Il y a des gens qui ont voulu me mettre en difficulté avec le président Assimi Goïta au Mali. Parce qu'en 2021, quand c'était le colonel Bandao qui était le président de la transition, j'ai critiqué le colonel d'alors, Assimi Goïta, et son patron Bandao, qui était un esclave de Ouattara Draman et du néocolonialisme français. Et il y en a qui m'ont voulu pour ça et qui essaient toujours de sortir les vidéos dans lesquelles j'avertis que le néocolonialisme français et ses serviteurs africains comme Ouattara Draman sont des ennemis de l'Afrique. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est à cause de cette critique que le président Assimi Goïta m'a considéré comme un frère. Il m'a considéré comme un ami. Parce que tout ce que j'avais dit dans cette critique s'est réalisé. On a cherché à l'égorger en pleine mosquée. J'avais dit qu'il était envisagé comme le prochain mouton que Ouattara chercherait à dont Ouattara chercherait à trancher la gorge. C'est quand on a cherché à trancher sa gorge que le président s'est souvenu que il y a un Africain qui parle sur les réseaux sociaux là. Il avait dit que moi, j'ai beau donner 32 moutons, eh bien, à Ouattara, il cherchera à m'égorger. Ça n'a pas duré. Ouattara a envoyé un commando de 49 Gugus ici pour tenter de se positionner pour tuer Assimi Goïta à l'aéroport. C'est vrai ou c'est faux? Donc il y a des gens qui remuent ça. Ils ne savent pas que c'est grâce à cela même que le président m'a adopté. Le président Assimi Goïta m'a adopté parce que ce que j'ai dit, quelle que soit la manière dont je l'ai dit, c'est avéré. Je dis ce que je vois. Mon défaut dans mon pays natal, le Cameroun, je suis connu pour être celui qui dit avant tout le monde ce qui va se passer. Et qui se fait des ennemis pour l'avoir dit. Et puis ces mêmes ennemis qui lui en veulent de l'avoir dit sont ceux qui viennent après pour lui dire « Hey, grand prof, tu avais raison. Oh. » Ils sont actuellement, au Cameroun là, 80% des Camerounais sont d'accord avec moi maintenant. Depuis que la modification constitutionnelle est lancée. Beaucoup sont d'accord quand je leur ai dit que Tiroma était une taupe de billard contre le pays.
Ça commence à venir. Hein. Les partisans de Chiroma rejoignent l'ILIPAC. Donc, en fait, Macron prétend que le président Tiani, le président Traoré, le président Goïta, ils sont dans mon téléphone tous les jours, au nom de Dieu. Bon, je peux vous dire cela. Ce n'est pas grave de le dire. Moi, je n'ai pas le numéro de téléphone. Le président Assimi Goïta qui est là, je n'ai pas son numéro de téléphone. Il y a des gens qui, quand ils sont aimés, respectés, protégés ou reconnus par un régime politique, se mettent à mentir. Moi, je ne me promène pas à Bamako en train de mentir.